Coucou les addicts, c'est Aurélie. Eh bien, je vous espère en forme. Nous nous retrouvons pour le décryptage du 9e épisode de la saison 4. Le chat est ouvert, logiquement, si tout va bien. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui me rejoignent en direct lors de la diffusion initiale de ce décryptage. Vos commentaires seront les bienvenus. Je voulais juste vous dire un petit mot pour vous dire à quel point j'étais fière au nom de notre communauté de fans francophones d'Outlander que le message que nous avons préparé pour la production, enfin les producteurs, les acteurs, enfin tous ceux qui participent à la série, eh bien voilà, certaines parmi vous qui suivent les décryptages doivent certainement être sur la vidéo qu'on a préparée pour dire merci à toute l'équipe d'Outlander. Je suis très fière parce que le message a été reçu par ceux à qui il était destiné, donc que ce soit les acteurs Sam Yuan ou Katrina Balfe, les producteurs Mel Delvis, Matt Roberts et aussi Diana Gabaldon. Donc tous ces gens ont vu notre message de remerciement. C'est franchement génial, c'était inespéré, c'était un pari complètement fou et complètement dingue. Mais le résultat est là et donc pour une fois, voilà, on peut sortir nos petits drapeaux de francophones et d'où qu'on vienne. Il y a des Suisses, des Belges, des Québécoises, des Françaises bien sûr, que ce soit de la métropole ou d'outre-mer, qui ont participé à ce message. Donc ouais, un super projet et une belle satisfaction au bout. Donc bravo à tous. Je suis fière de nous en fait. Voilà. Allez, on passe au décryptage. Et donc, je le disais en intro, c'est l'épisode 9 de la saison 4. Et le titre, en français, c'est Les oiseaux et les abeilles. Et en anglais, The Birds and the Bees. Et c'est hyper important en anglais, en fait. Donc, en français, ils l'ont traduit tout à fait littéralement. Ça veut dire The Birds, les oiseaux, and the Bees, les abeilles. Mais en version originale, ce titre a un double sens. D'une part, c'est assez... ça colle assez à ce qu'on peut observer dans l'épisode, dans le sens où... on voit les abeilles, la chasse aux abeilles entre Jamie et Brianna. Et puis, Brianna qui observe les oiseaux nichés dans l'arbre, à peu près à la moitié fin de l'épisode. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que The Birds and the Bees, c'est une expression que les Anglais utilisent pour désigner, en fait, cette conversation un peu gênante qu'ont les parents avec leurs enfants au sujet de comment on fait des bébés. Je ne sais pas exactement comment on la traduirait en français, mais ce serait plutôt les choux et les roses. Enfin, vous voyez, quelque chose dans cette idée-là. Donc voilà, le titre fait d'autant plus sens en version originale. Dans notre version française, on perd cet aspect-là de cette conversation sur comment on fait des bébés. Ce titre, d'ailleurs, a été soumis par Matt Roberts à Tony Graffia, qui ont coécrit l'épisode. Et Matt Roberts, pour la petite anecdote, il est connu pour trouver toujours de super titres, même pour les épisodes qu'il n'écrit pas lui-même. C'est-à-dire que quand un scénariste X écrit un épisode et il lui met un titre, mais bien souvent, Matt Roberts passe par derrière et propose autre chose. Et souvent, ça fait mouche quand même. J'en reviens à ce duo de scénaristes, Matt Roberts, Tony Graffia, qui travaillent souvent ensemble pour écrire les scénarios. Et dans cette saison 4, ils ont aussi écrit le premier, en fait, America the Beautiful. Et ils en ont fait d'autres dans les autres saisons. Et vous le savez, si vous m'écoutez dans les décryptages, c'est une belle paire de scénaristes que moi j'adore. Ils se complètent super bien et ils connaissent tellement bien les romans et la série. Ils sont producteurs, donc ils savent très très bien ce qu'ils font, où ils vont et ils sont efficaces. C'est un épisode qui est marqué par deux tonalités que je trouve bien marquées et assez différentes. On a bien sûr la joie de l'arrivée de Brianna à Fraser's Ridge, mais cette joie est entachée par ce que cache ce retour, par ce que cache Brianna et aussi parce qu'elle révèle au fur et à mesure de l'épisode. On a donc beaucoup d'émotions qui sont diverses. C'est aussi bien des émotions joyeuses que des émotions vraiment tristes. Et ouais,
Il y a quelques larmes, mais je crois qu'on aime vraiment cet épisode. Je ne sais pas quel est votre ressenti, mais je n'ai pas entendu ni lu beaucoup de personnes qui disaient qu'elles n'avaient pas aimé cet épisode, et pour cause. C'était un moment qui était attendu, hein, la rencontre entre Brianna et Jamie, qui était très espérée. On savait que ça allait finir par arriver. Alors ça arrive voilà, assez tard dans la saison finalement. Et cette rencontre est servie par un scénario absolument brillant et aussi très efficace, avec des touches d'humour et de légèreté, et qui sont surtout amenées, ces touches d'humour et de légèreté, par Petit Yann et par Murtagh. Et quand je parle d'une écriture efficace, en fait, je fais référence à la façon dont les scénaristes ont géré le fait d'expliquer la présence de Brianna à Murtagh et à Yann, sans se perdre dans des explications, dans de longues explications qui n'auraient pas été très utiles à nous, spectateurs, puisqu'on connaît toute l'histoire. Et en plus, il aurait fallu gérer deux façons de faire, puisque Yann ne connaît pas l'existence du voyage dans le temps, il ne sait pas qui est Claire. Même s'il sait que sa tante Claire est spéciale, en tout cas, il ne se doute certainement pas de ça. Et puis, il aurait fallu aussi gérer une explication à Murtagh. Donc, le choix qu'ils ont fait, c'est de donner des petites répliques hyper efficaces, que ce soit à Yann ou à Murtagh, et tout à fait dans leur personnage. Hein. Yann, quand on lui présente Brianna, en gros, il dit je sais que quand il s'agit de ma tante Claire, j'évite de poser trop de questions. Voilà, c'est une phrase, on clôt la discussion, mais c'est tout à fait dans le style du personnage de Yann. Et idem pour Murtagh, qui a cette réplique tout à fait laconique et très dans son personnage, où quand il voit Brianna, il lui demande « Mais qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps pour arriver ?» Et avec cette phrase-là, on sait qu'il sait, et elle sait qu'il sait qu'il sait. Enfin, vous voyez, c'est un gain de temps pour le scénario, et en même temps, ça nous met, à nous, spectateurs, le sourire aux lèvres. Et donc, ça, c'est super efficace. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la performance des acteurs, et surtout, bien sûr, de Sam Yuan, de Sophie Skelton et de Catherine Abalf. Performance qui, pour moi, atteignent des sommets de justesse. J'ai lu une interview de Sophie Skelton qui disait qu'elle s'était énormément documentée à propos des femmes victimes de viol, et voilà, des conséquences du traumatisme et de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent. Donc, elle s'est probablement beaucoup inspirée de ses lectures pour son jeu dans cet épisode et dans les suivants. Et du point de vue de Sam et de Kate, c'est remarquable aussi dans la composition, en fait. Il faut savoir que ces deux acteurs ne sont pas parents eux-mêmes, même s'ils approchent de la quarantaine au moment où tourne la saison 4. Mais alors, je trouve que bien qu'ils ne soient pas parents, ils sont tout à fait justes dans leurs émotions, et voilà, ça en fait une belle performance d'acteur. L'épisode est également servi par des musiques, toujours les mêmes musiques de Bear McCreary. Il n'y a pas de nouveaux thèmes, mais ce sont des tonalités à la fois graves et parfois joyeuses. On reconnaît les thèmes de Claire et Jamie de la saison 1. On reconnaît aussi le thème très joyeux de Fraser's Ridge. Et puis, bien que Brianna et Roger ne soient jamais ensemble à l'écran au cours de l'épisode, leur thème est parfois joué en arrière-plan quand on voit notamment Brianna à l'écran. Je trouve que c'est une adaptation qui est très réussie des passages du roman qui parlent de la même chose. On y trouve beaucoup d'éléments et d'ingrédients, même souvent des pans entiers de dialogue. Donc voilà, ça a de quoi satisfaire les lecteurs, les puristes. L'épisode est assez lent. Je pense que vous le sentez, vous l'avez remarqué. Il n'y a pas vraiment d'action. Le rythme lent a été voulu complètement par les auteurs. Et d'ailleurs, lorsqu'ils ont présenté pour la première fois la structure de l'épisode aux diffuseurs, à Starz et à Sony, c'est un reproche qui leur a été fait, cette lenteur, en fait, et notamment pour la scène de chasse aux abeilles, où il ne se passe pas grand-chose, c'est vrai. Mais
Mais franchement, c'est une scène hyper importante et c'est bien qu'elle ait été faite comme ça et qu'on ait accordé du temps à cette rencontre. C'est le fait que Jamie et Brianna fassent connaissance, qu'ils se disent tout ce qu'ils se disent. Il n'y a pas besoin d'avoir une bataille, une guerre ou une traque ou je ne sais quoi. Enfin, ça fait aussi partie d'Outlander d'avoir ces moments comme ça, un peu calmes et où les personnages ont le temps de respirer quoi, hein, et de se dire les choses. Cet épisode montre une famille et ça fait longtemps qu'on l'attendait et qu'on espérait voir ce style d'image. La scène emblématique, c'est celle où ils sont à table, hein, tous ensemble, Ian, Murtagh, Claire, Jamie et Brianna. Ce sont des moments simples avec le bonheur familial. L'épisode, à certains moments à Fraser's Ridge, on a le Brianna qui bat de la crème pour faire du beurre, la distillerie, le linge que Claire lave et que Brianna étend, quand ils mangent le miel. On a une ambiance comme ça, petite maison dans la prairie, qui est, on va dire, amplifiée en plus par la grande qualité des décors et qui nous permettent vraiment de nous immerger totalement dans cette ambiance. Et voilà, donc je disais un épisode qui montre une famille réunie avec des moments de joie. Et puis en parallèle, on a quand même, et surtout vers la fin, cette crainte que ces moments de bonheur ne durent pas. On connaît notre série, hein, donc quand on voit que c'est beau, on se dit qu'est-ce qui va se passer effectivement, hein. Les fissures dans ce beau tableau ne tardent pas à arriver. Et quelques minutes avant la fin, beaucoup de révélations, des mensonges par omission qui seront lourds de conséquences pour la suite. Alors, pour une fois, pour mon top et mon flop, je vais vous faire du 2 en 1. Mon top, et je suppose que c'est le même pour tout le monde, encore que, si ce n'est pas comme moi, mettez-le moi en commentaire ou dans le chat. Mon top, c'est la scène de la rencontre entre Brianna et Jamie. C'est un incontournable de l'épisode. C'est le moment clé, le moment crucial, celui qu'on attendait et qu'on espérait tant. Et ce moment ne me déçoit pas du tout, tant les acteurs véhiculent les bonnes émotions. Je remarquais dans mes impressions générales que une des choses qui fait que j'aime l'épisode, c'est la performance des acteurs. Et dans cette scène-là, c'est quasiment une des meilleures de l'épisode. En plus, tout est très, très semblable au livre dans cette scène. Et il faut savoir que c'est la toute première scène que Sam et Sophie Skelton ont tournée ensemble. Et ils ont décidé de ne pas trop répéter pour justement garder la fraîcheur de cette rencontre, de cette première rencontre la plus authentique possible. Alors bien sûr, ils avaient le scénario et ils ont été dirigés par le réalisateur, mais ils n'ont pas sur-répété. Et ça en fait un moment super touchant quand Jamie reconnaît Brianna, que ça se câble dans son cerveau. C'est juste... Waouh! Il suffit de regarder le visage de Sam Yuan. Et du côté de Brianna, la joie de retrouver Jamie prend complètement le dessus sur le traumatisme qu'elle vient de vivre. Rendez-vous compte, c'était il y a quelques heures à peine. Et pour nous, téléspectateurs, je trouve que ce moment est d'autant plus poignant et d'autant plus marquant que l'on sait ce qui est arrivé à Brianna. Ça donne une dimension tragique à cette scène que je trouve juste magique. Et justement, quand Brianna tombe dans les bras de Jamie, on a vraiment cette sensation qu'elle lâche tout. Quand je dis tout, c'est l'anxiété de le rencontrer, c'est la complexité, la fatigue de son périple à travers les époques et à travers l'océan. Et puis surtout, elle lâche le traumatisme de la veille. Elle se retrouve en sécurité dans les bras de son père. Et ça, c'est une faculté qu'a Jamie. À son côté, tout le monde se sent sécurisé, en fait. Et pour Brianna, ça ne fait pas exception. Donc voilà cette scène absolument emblématique de la série. Et d'ailleurs, elle est suivie de peu par la scène des retrouvailles entre Claire et Brianna, que je trouve elle aussi très juste. Et j'en parle là parce que
même si c'est vraiment la scène avec Jamie qui m'émeut particulièrement, je trouve que les retrouvailles entre Claire et Brianna est juste une petite pépite aussi. On pourrait se focaliser sur les yeux de Catherine Abalf qui roule, qui exprime tour à tour le choc, une joie un peu incrédule, la perplexité. Je vais pas réussir à le dire, la perplexité qu'a Claire. Enfin, qu'est-ce que fait Brianna ici? Et puis une joie non contenue quand elle croise le regard de Jamie. C'est vraiment une petite pépite. Et en parlant de pépite, vous le découvrirez d'ailleurs dans la vidéo des producteurs, mais ceux qui lisent les romans savent que Claire découvre Brianna avec Jamie. Alors ça se passe à Fraser's Ridge, sur l'extérieur de leur cabane. Mais Brianna et Jamie sont sur un banc quand Claire les découvre. Et donc ce banc, alors, il n'est pas à la même place, il n'est pas au même endroit, mais il a été placé dans les rues de Wilmington pour faire un clin d'œil au lecteur. Ces deux scènes donnent vraiment le sourire aux lèvres. On se sent dans de bonnes émotions. Et pour moi, elles sont juste l'image même de la perfection. Et sauf un petit détail, et ce sera mon flop. En même temps, je ne sais pas comment ils auraient pu gérer ce truc-là autrement, parce que les scénaristes ont voulu garder comment Brianna découvre Jamie, qui est de dos en train d'uriner. Ça se passe comme ça dans le roman, donc ils ont gardé ça. Et puis bien sûr, quand le père découvre sa fille, enfin, il a envie de la toucher et il touche son visage avec ses mains qui ne doivent pas être super propres. Enfin, vous voyez ce à quoi je fais référence. C'est mon flop parce que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça malgré l'émotion de la scène. Donc, c'est un petit raté quand même. Ça, c'est un raté de réalisation, je dirais. Mais voilà, c'est le clin d'œil et ça n'enlève rien à la beauté de la scène. Pour mon premier focus, je vais vous parler des costumes parce que j'ai oublié d'en parler dans mes impressions générales. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les costumes, certains costumes en tout cas, signent l'évolution ou alors l'état d'esprit des personnages. Je vais vous parler du costume de Yann qui, si on y prête bien attention, commence à s'agrémenter de petits détails cherokee. Il porte autour du cou une espèce de chaîne qui permet à laquelle est rattachée une petite sacoche en cuir, en peau, avec certainement un petit canif ou un poignard dedans, je ne sais pas trop, mais il y a des petits pompons rouges qui pendent. Plus tard, on le voit à son bras droit, il a un espèce de gros bracelet très large en métal. Il a aussi une petite sacoche à la ceinture, également en cuir, en peau, comme ça, et brodée un peu à la manière indienne. Donc, ça montre que Yann s'acclimate au territoire. Je trouve que c'est hyper subtil dans les détails et ça donne une authenticité, je trouve, à son costume et aussi à ce qu'il est finalement à ce moment-là de la progression de la saison 4. Le costume de Brianna aussi évolue dans l'épisode. Alors au début, elle porte la robe en laine tartan, certainement les vieilles affaires, les anciennes affaires de Claire. Et puis, une fois qu'elle est à Fraser's Ridge, il n'y a plus de corset. C'est des chemises, c'est un look un peu casual et en même temps, je trouve assez moderne, le pantalon. C'est super joli. Enfin, moi, j'adore le look de Brianna à Fraser's Ridge. C'est super chouette. Et le dernier costume, c'est celui de Murta, parce que je n'en ai pas encore parlé, alors que ça fait déjà quelques épisodes qu'on a redécouvert Murta. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il porte sur son cœur, on va dire, un morceau de tartan, celui qu'il avait à Arnsmuir, avec une broche en double cœur. Et donc ça nous montre que Murta, lui, il est toujours très, très attaché et qu'il n'oublie pas son Écosse natale.
Ensuite, pour mon premier thème, enfin mon premier vrai thème, je vais vous parler de Jamie en vous disant que je le trouve heureux dans l'épisode, mais aussi en insécurité permanente. Bien sûr, l'épisode est centré sur le développement de sa relation avec Brie, et il est tout à la joie de la rencontre avec sa fille rêvée, hein, puisque pour lui, il la voyait toujours comme un bébé ou une toute petite fille. Et la voir pour de vrai était complètement inespérée pour lui. Alors, même la nouvelle de leur mort à venir, hein, lorsque Brianna leur annonce qu'elle a trouvé la vie mortuaire, qui annonce qu'ils vont périr dans un incendie, en fait, Jamie, ça le laisse plus ou moins de marbre, et il fait même cette remarque sur l'imprimeur, hein, qui est rigolote, je trouve, parce que bien sûr, Jamie est un ancien imprimeur à Édimbourg, et puis en même temps, il aurait pu être au contraire plutôt choqué de l'annonce que le fait que la date ait été effacée. Mais c'est un clin d'œil. On découvre un bonheur indescriptible, hein, on le voit, enfin, il a un peu les mêmes expressions de visage que lorsqu'il a revu Willie il y a quelques épisodes de ça. On sent une petite danseuse intérieure, une fierté d'accueillir sa fille à Fraser's Ridge, sur ses terres. Bien sûr, il a envie qu'elle se sente bien chez lui, chez eux, chez elle. Mais face à tout ce bonheur, il y a une crainte qui est nécessairement associée, hein, c'est la crainte de tout perdre. Et d'ailleurs, il confie ses craintes à Murtagh d'abord, et puis ensuite à Claire. Mais c'est notre crainte à tous, hein, quand on est tellement heureux, on a vraiment peur que d'une seule chose, c'est que tout s'arrête. Et donc, Jamie, du fait de cette peur sous-jacente, il n'est pas vraiment lui-même. Il prend des gants avec Brianna, il n'est pas vraiment franc, parce qu'il y a l'ombre de Frank, hein, qui plane un peu au-dessus de cette relation. Il y a aussi cette volonté de ne pas brusquer Brianna, de ne pas faire de faux pas, enfin, vous voyez, d'y aller en douceur. Et par exemple, lorsqu'il n'explique pas à Brianna ce que veut dire Brie, l'abréviation de son prénom en gaélique, c'est vraiment beaucoup de retenue de la part d'un personnage qu'on place quand même sur un piédestal. Mais c'est parce que lui, il sent que cette relation est fragile, elle est naissante. Et c'est seulement sur l'impulsion de Claire que Jamie prend cette décision d'emmener Brianna chasser, de passer un moment seul avec elle. Et lorsqu'il vient la chercher dans sa cabane, c'est aussi un moment assez magique dans l'épisode, hein, lorsqu'il la regarde dormir et qu'il la voit sourire dans son sommeil. Ça lui fait chaud au cœur. Il se souvient que Claire lui avait raconté ça lorsqu'ils se sont retrouvés dans la saison 3. Et pour la petite anecdote, c'est Claire le dit aussi sur la tombe... sur les tombes à Culloden, dans l'épisode 13 de la saison 2, dans le tout dernier épisode. Ça fait partie des choses qu'elle dit sur la tombe de Jamie. C'est ces petits moments, hein, qui font la grandeur de la série, quand tout est relié. Et là aussi, le jeu de Sam est complètement juste, hein. Il y a beaucoup d'émotions sur son visage et c'est chouette. Jamie prend conscience dans cette scène que sa fille a quelque chose de lui. Et pour nous, on a à ce moment-là un peu ce sentiment doux amer qu'on aurait quand même bien aimé que Jamie ait la chance d'élever cette fille qu'il a avec Claire. Quel dommage qu'il n'ait pas eu ce bonheur. Et donc je disais, hein, il se sent en insécurité permanente, et notamment par rapport à Frank. Mais quand il est seul avec Brianna, ça y est, il brise la glace, il crève l'abcès, et je trouve que il utilise les mots assez justes quand il lui parle de Frank et du fait qu'il a beaucoup de respect pour cet homme qui l'a élevé, sans se retrouver dans les traits de son visage. Jamie est aussi en insécurité par rapport au fait qu'elle ne se sente pas chez elle à Fraser's Ridge. Et il en parle en utilisant la métaphore des abeilles, qui est très peu subtile, hein, d'ailleurs. Brianna a très bien compris où il voulait en venir. Mais voilà, au-delà de tout ça, et ce que Jamie fait passer comme message à Brianna, c'est qu'il n'a aucune animosité vis-à-vis de Frank.
Et du point de vue de Brie, même si elle se sent déloyale vis-à-vis de Frank, le fait que Jamie ait ces mots-là en parlant de Frank, ça la rassure. Elle voit qu'il n'y a pas vraiment de rivalité entre les hommes. Que Jamie ne considère pas ou plus Frank comme son rival. Lorsqu'il revient de tout ça et qu'il discute un peu avec Claire, j'aime beaucoup quand Jamie dit elle m'a appelé pas, un peu à la façon dont un parent s'émerveille la première fois qu'il entend son tout petit dire papa ou maman, et toute la vague d'émotions qui en découle. Moi, j'ai ressenti un peu ça lorsque j'ai entendu cette réplique. Et sur la fin de l'épisode, c'est Claire qui annonce que Brianna a été violée. Je trouve que la réaction de Jamie est étonnamment maîtrisée à ce moment-là, au moment de l'annonce. On le sent choqué, mais il n'explose pas, alors que franchement, on pourrait s'y attendre. Dans le livre, d'ailleurs, entre parenthèses, il a une réaction plus violente que ça. La seule chose que j'ai remarqué là, dans le jeu de Sam, c'est que ce qu'il fait pour Jamie, c'est les bras lui en tombent. Je vous mets ça à l'image. Et donc là, à partir de là, le bonheur s'effrite totalement. Et la soupape qu'on pouvait sentir au moment de l'annonce du viol par Claire, la soupape ne tient plus après les révélations de Lizzie. Et on observe un déchaînement de rage, de violence, mais décuplé par ce sentiment d'insécurité qu'il a éprouvé depuis toutes ces semaines. En fait, Jamie, il fait tout pour protéger les siens. Et là, oui, il fait un peu plus que tout. Et pour terminer, je dirais quand même que moi, j'ai une toute petite incompréhension sur la fin de l'épisode. C'est que je ne comprends pas pourquoi il met le fardeau, au propre comme au figuré, mais le fardeau de la gestion de Roger sur les épaules de petit Yann. Je trouve que ça c'est pas très dans le personnage de Jamie, qui pour moi aurait pu gérer ça et expliquer exactement à Yann ce qu'il attendait. Là, il laisse un peu Yann se débrouiller avec sa charge, avec Roger, et ouais, c'est bizarre. Et bien sûr, à côté de Jamie et Brianna, il y a Claire, qui, je trouve, est à la fois spectatrice et actrice de la rencontre et du développement de la relation entre Brianna et Jamie. Bien sûr, Claire est tout à la joie et au bonheur de retrouver sa fille qui lui a tant manqué. Elle en a souvent parlé à Jamie. Mais dans une grande partie de l'épisode, moi, je la trouve surtout observatrice de sa fille, et puis aussi de la relation et de ce qui se joue entre son mari et sa fille. Et justement, il y a un énorme travail de réalisation et de montage sur les regards que Claire porte à la fois à Jamie et à Brianna. Que ce soit cette scène où Jamie et Brianna tirent au fusil sur des cibles, la scène du dîner, la scène où Brianna découvre la vue de Fraser's Ridge. Systématiquement, il y a un cadrage sur le regard que Claire porte sur les autres personnes autour d'elle. Et Claire devient aussi un peu actrice de leur rapprochement. Je le disais, c'est elle qui suggère à Jamie d'être lui-même et de dire ce qu'il ressent vraiment à Brianna et qu'il lui parle franchement. Elle avait observé qu'il se tournait autour et bien sûr, son conseil était le bon. Et quand Jamie et Brianna reviennent avec le miel des abeilles, il y a cette belle scène de dégustation qui est très furtive, mais c'est une scène de bonheur familial. Et voilà, ça nous fait du bien de voir ça. Enfin, ça fait plaisir. Et puis, à la suite de cette scène, là, d'ailleurs, on a la confidence de Jamie sur le fait qu'il craint beaucoup que Brianna reparte. Et là, on a le réalisme de Claire qui dit tout de suite qu'elle pense qu'il faut que Brianna reparte. Alors, elle veut bien sûr la garder un petit peu, mais elle sait qu'à terme, il faudra qu'elle reparte au XXe siècle. Et puis Claire, en maman, elle a rapidement vu et senti que quelque chose n'allait pas du côté de Brianna. Et elle a d'abord cru que c'était à cause de Roger, puisque la discussion sur le bateau entre Willington et Fraser's Ridge m'a permis justement de savoir un peu ce qui s'est passé. Et
Et puis, on se rend compte qu'en fait, c'est bien plus lourd que ça, hein, donc avec les confidences et les révélations de Brianna lorsqu'elles sont en train de ramasser des herbes. Dans le livre, c'est aussi à ce moment-là que Claire découvre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, en tant que lecteur, c'est seulement à ce moment-là qu'on découvre le viol de Brianna, puisqu'il n'en était pas du tout fait mention avant. C'est comme une espèce de flashback. Et donc, il y a cette discussion bizarre sur le fait de se protéger lors des rapports sexuels, hein, de Bird and the Bees. Et je trouve que dans cette scène, les coups de massue tombent les uns après les autres pour Claire. Hein. Donc, elle découvre que sa fille est enceinte, et puis ensuite que peut-être Roger n'est pas le père, que sa fille a été violée, et que en plus, le viol est intervenu la même nuit que la nuit de noces, entre guillemets, entre Brianna et Roger. Et cette scène-là aussi, je la relève, mais elle est fantastique grâce au jeu de Sophie et Kate. Hein. Il y a eu très très peu de prises par le réalisateur. J'ai lu que... Enfin, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'ils avaient mis une caméra sur chaque actrice pour capturer les émotions de chacune pendant qu'elle jouait la scène. Et ça a été monté ensuite en salle de montage. Et tout ça pour garder les émotions intactes au moment du tournage et garder le choc de la révélation aussi le plus authentique possible. C'est Claire, je le disais, qui endosse le rôle. Et c'est en ça qu'elle est aussi actrice. Hein. Elle endosse le rôle de l'annonce du viol à Jamie. C'est pas simple. Et puis, plus tard dans l'épisode, elle fait une nouvelle découverte. Hein. C'est son alliance, l'alliance de son mariage avec Jamie. Parce que Brianna, bien sûr, n'a pas voulu révéler le nom de son agresseur. Après le récit que lui a fait Yann sur le bateau... elle s'est dit qu'elle allait peut-être garder cette chose-là pour elle, cette révélation-là pour elle. Et lorsqu'elle confronte lorsque Claire confronte Brianna à ce sujet, Brianna la met dans la situation inconfortable de devoir mentir à Jamie, ce que Claire n'aime pas faire du tout. Hein. Si vous vous souvenez, il y a ce serment d'honnêteté entre Claire et Jamie qui remonte à l'époque de leur mariage. Alors même si ce serment d'honnêteté a été un peu mis à mal parfois, et je l'ai relevé à chaque fois que ça a été le cas dans mes décryptages. En tout cas, sa loyauté envers Jamie est mise à mal par sa loyauté envers sa fille, et on verra par la suite que c'est lourd de conséquences. Maintenant, j'ai envie de vous parler de Lizzie parce que c'est un personnage qui est arrivé à l'écran dans l'épisode 7, donc il y a déjà 2 épisodes. On l'avait découverte au port d'embarquement pour les Amériques en Écosse. Et Brianna, en fait, a fait preuve d'une grande bonté en l'embarquant avec elle. Hein. C'est pour la sauver d'un mariage dont, bien sûr, le père de Lizzie ne voulait pas. Lizzie est très jeune, hein, logiquement. C'est difficile de lui donner 16 ans, par rapport au physique de l'actrice, qui est très grande. Mais dans le scénario, il est indiqué que Lizzie a 16 ans. Et donc, ce personnage a très peu de lignes de dialogue hein, dans l'épisode 7 où on la découvre. Et pareil dans l'épisode 8, hein, l'épisode juste avant, l'épisode précédent. On l'avait simplement observé... on l'avait vu observer la scène où Brianna retrouvait Roger, hein, où Roger l'attrapait par le bras de manière un peu virulente. Mais on la découvre vraiment dans cet épisode, et notamment avec une grosse scène au début et une grosse scène à la fin, ou en tout cas des scènes importantes. Et la première scène, c'est le retour de Brianna dans la chambre, hein, juste après son viol. Lizzie est forcément très perturbée par ce qu'elle voit. Et elle pense que Roger est l'agresseur, et lorsqu'elle questionne Brianna sur le fait qu'elle était avec l'homme aux cheveux noirs, ou je ne sais plus comment elle le dit, Brianna ne dément pas, en fait. Hein, ce qui est vrai, puisqu'elle a passé une partie de la nuit quand même avec Roger. Et les questions que pose Lizzie à Brianna, là, juste après ce viol, c'est sûr, elles sont vraiment de trop pour Brianna, qui n'a pas du tout envie de parler. Mais je trouve que la main posée sur l'oreiller de la part de Lizzie, ça représente vraiment le geste d'une amie sincère, et pas du tout le geste d'une servante. Elle lui dit en anglais « You have my hand and my ear if you need it ». Ça veut dire tu peux prendre ma main et tu as mon oreille
peut t'écouter si tu en as besoin. Et pour l'anecdote, hein, Brianna dira exactement les mêmes mots à Claire dans le dernier épisode de la saison 5, après le multiple viol de Claire. C'est grâce à Lizzie que Brianna apprend que ses parents sont à Wilmington. Hein. Lizzie, un peu dans les gossips de la ville, a entendu parler des exploits de Claire la chirurgienne. Donc c'est grâce à Lizzie qu'elle retrouve ses parents, mais c'est à cause de Lizzie que Roger est battu par Jamie. Lizzie, on voit qu'elle s'inquiète beaucoup, hein, pour Brianna. Alors bien sûr, elle a vécu de nombreux mois avec elle, hein, toute la traversée en bateau. Enfin, on imagine vraiment que des liens forts se sont créés entre ces deux jeunes femmes. Elle dort dans la même cabane qu'elle à Fraser's Ridge. Elle l'entend faire des cauchemars. Elle perçoit certaines choses, hein, comme elle le dit à Yann. Elle est sa servante, donc elle doit faire son linge. Enfin voilà. Elle a remarqué que Brianna n'avait pas eu ses règles depuis un moment. Et lorsqu'elle aperçoit Roger dans la forêt, elle le craint. Elle a peur de cet homme-là. Et elle choisit de se confier à Yann, qui, de son côté, va tout de suite trouver Jamie pour lui rapporter tout ce que Lizzie vient de lui dire. Et Lizzie dit absolument tout à Jamie. Elle détaille tout ce qu'elle sait. Ce que je disais, hein, là, on voit que ça monte. La moutarde monte au nez de Jamie. C'est pareil dans le livre. Hein. Jamie bouillonne. Il la questionne quand même plus d'une fois pour voir si elle est vraiment sûre de ce qu'elle raconte. Et oui, Lizzie est affirmative. C'est l'homme qui est dans la forêt est bien l'homme qui a agressé Brianna. Et en fait, Lizzie se rend compte assez rapidement qu'elle a pris une grande responsabilité en dévoilant tout ça à Yann et à Jamie. Et je pense qu'elle ne sait pas encore toutes les conséquences de ces révélations, parce que nous, téléspectateurs, on sait que ça part d'une énorme incompréhension et on a juste envie de lui dire de se taire ou de ne pas faire comme ça. Et ouais, raté. Difficile ensuite dans les thèmes de ne pas évoquer le traumatisme de Brianna. L'épisode s'ouvre sur la scène qui suit immédiatement la fin de l'épisode précédent. C'est très rare, hein, ils ne le font quasiment jamais dans la série, dans Outlander. Et cette première scène est vraiment poignante. Le jeu corporel de Sophie Skelton, et dans tout l'épisode d'ailleurs, est excellent. Hein. Cette crainte qu'on la touche, hein, ce petit mouvement de recul, l'ombre qu'il y a parfois dans son regard. Et dans cette première scène, la toilette intime sur son corps meurtri est juste impressionnante de justesse, je trouve. On est avec elle, hein, vraiment, on est avec elle, on a mal pour elle. Moi, je suis secouée quand je vois cette scène d'ouverture d'épisode, c'est waouh. Et quand elle descend dans la salle de la taverne, hein, la salle commune, on sent aussi cette honte. Elle ne veut pas croiser le regard des gens qui étaient sans doute là la veille, qui savent peut-être ce qui s'est passé, qui n'ont rien fait. Et puis donc elle demande au tavernier si elle a vu Roger. Et ça, pour moi, c'est la preuve qu'elle ne voulait pas que le départ de Roger soit définitif. Hein. Elle part tout de suite à sa recherche, mais évidemment, malheureusement, il est trop tard. Le bateau de Roger, le Gloriana, est déjà parti. Et on voit que quoi qu'ait été leur dispute et quoi qu'il se soit dit, elle tient à Roger, elle tient à lui vraiment. Et d'ailleurs, elle l'exprime à haute voix à Claire sur le bateau lorsqu'elle lui parle de Roger. Et sur le bateau, toujours le récit de Yann à propos de l'attaque, hein, que nous, on a vu dans le premier épisode de la saison. Je pense que ça ajoute une couche supplémentaire à son traumatisme. Non seulement ce Stephen Bonnet l'a violée, mais en plus, il a agressé ses parents, il a tué un de leurs amis, il a volé l'alliance de Claire. Franchement, quand on regarde ça avec un peu de distance, c'est vraiment l'horreur totale. Et c'est ce qui explique sa retenue avec Claire. J'en parlais juste avant. Elle ne parle pas de la bague. Elle a un grand sentiment de honte et de culpabilité. Peut-être de s'être adressée à Bonnet. Et puis aussi culpabilité de ne pas avoir résisté lors de son viol.
Si vous vous souvenez, dans mon décryptage du précédent épisode, je vous expliquais que même si nous, on ne le voit pas à l'écran, mais l'actrice a choisi de jouer une immobilité tonique, enfin en tout cas où c'était peut-être écrit aussi dans le scénario, ce qui veut dire que Brianna n'a pas bougé en fait pendant son viol. Elle est restée immobile. Et donc, il y a déjà ce profond malaise auquel s'ajoutent les doutes qu'elle peut avoir sur la paternité du bébé qu'elle porte. Et d'ailleurs, elle pense de manière plus sûre que c'est plutôt son violeur, le père, que Roger, puisque Roger a pratiqué la méthode du retrait. Ça fait vraiment beaucoup pour cette jeune femme qui a passé les pierres avec plein de bonnes intentions pour sauver ses parents, en tout cas les informer de l'incendie de leur maison. Est-ce que sa décision était inconséquente ? En tout cas, là, elle a vraiment le poids de ses choix. Et on se demande à quoi elle peut se raccrocher. Alors peut-être à sa mère, à l'amitié qu'elle a pour Lizzie, à sa rencontre avec son père. En tout cas, Roger, lui, n'est pas revenu. Elle le croit en plus reparti au XXe siècle. Et tout ce à quoi elle peut se raccrocher, dont je viens de dire, sa mère, Jamie, Lizzie, on verra dans l'épisode suivant, que c'est peut-être un peu bancal aussi. Donc, je dis pauvre Brianna. Et j'enchaîne avec mon dernier thème, et je l'ai intitulé dans mon carnet Pauvre Roger, hashtag pauvre Roger. Comme dirait mon ado, c'est vraiment une victime, et je le mets entre guillemets. Lui aussi, Roger, malgré la dispute de la nuit, il est revenu au petit matin, ou en tout cas dans la matinée, pour retrouver Brianna à la taverne. Alors, pas de bol, c'est pas Brianna qui le trouve, mais c'est Stephen Bonnet. Il est là, et Bonnet est content de voir Roger, il lui rappelle son engagement, le fait qu'il lui avait annoncé qu'ils étaient partis pour 4 ports et que Wilmington n'était qu'une étape. Et donc Roger, lui, il n'a pas vraiment le choix de repartir en mer avec Stephen Bonnet. Il est ouvertement menacé de mort. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils le traduisent en français, j'ai pas écouté. En anglais, en gros, il lui dit une jambe ou une fille. Donc voilà. Et puis les hommes de Bonnet emmènent de force Roger, qui a quand même la présence d'esprit de dire au tavernier de dire à Brianna qu'il est venu. Et ça en fait un motif de départ de Roger qui est différent dans le roman. Enfin, qui est différent du roman, puisque dans le roman, si Roger retourne vers le Gloriana et vers Bonnet, c'est pour voler des pierres précieuses, dont on n'a pas le détail d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est ça la motivation de Roger. Et on voit un peu plus loin dans l'épisode qu'il obtient une pierre précieuse en paiement de ses gages. Alors, une ou deux, on ne voit pas. Je pense une seule. Et s'il demande à être payé par des pierres précieuses plutôt qu'avec des pièces de monnaie, c'est parce que Roger a en tête le retour vers le XXe siècle pour lui et puis pour Brianna, et suite aux éléments qu'il a lus dans le carnet de Gay Ellis. Et pour le pauvre Roger, les dernières minutes de l'épisode sont... Ouh là là. Donc il n'a pas le temps d'en placer une. Quand il fait face à Jamie, on a vraiment mal pour lui, et d'autant plus quand on sait que Jamie se trompe de cible. C'est absolument dramatique. Moi, je voudrais faire une mention spéciale à la violence des coups qui sont portés à son visage. Et alors, dans le podcast officiel des producteurs, donc c'est Matt Roberts et Tony Graffia qui l'animaient pour cet épisode, ils expliquent qu'ils avaient mis dans le montage 20 coups. 20 coups sur le visage de Roger. Ça a été réduit parce que, franchement, 20 coups dans la tête, mais il serait mort, le pauvre Roger. Le maquillage est absolument époustouflant. Donc, on voit ce visage tuméfié, complètement bouffi. Roger est vraiment méconnaissable. Et donc, je disais, c'est Yann qui repart avec lui. Roger est couché, à son ventre couché en travers du cheval. Je trouve que pour une fin d'épisode, c'est hyper choquant. J'ai envie de commencer ma conclusion par cette expression.
l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je trouve que l'épisode illustre assez bien cette expression parce que les décisions et les choix d'une seule personne peuvent véritablement affecter les autres. Si vous vous souvenez, dans l'épisode 1, c'est Jamie qui a aidé Stephen Bonnet. Il avait déjà eu des conséquences assez immédiates et là, il y a un dommage collatéral très très cher à son cœur et en plus, il ne le sait pas. Il y a aussi dans cet épisode des personnages qui gardent des secrets pour éviter de blesser. Donc j'en parlais, Brianna qui ne parle pas de la bague, Brianna aussi qui garde le silence par rapport à Lizzie. On sent dans l'épisode qu'elle ne lui a rien raconté de ce qui lui est arrivé. On a aussi Lizzie qui libère sa parole, mais qui est basée sur une mauvaise interprétation. Claire qui est loyale vis-à-vis de Brianna, puisque Brianna lui a demandé de garder le secret du nom de son agresseur. Alors, dans l'épisode, au niveau du timing, on ne sait pas trop. Quand Claire trouve la bague dans les affaires de Brianna, il y a une alternance entre ce que Lizzie raconte à Jamie et puis la confrontation entre Claire et Brianna. Alors, est-ce que c'est passé la même journée? Est-ce que la scène entre Brianna et Claire s'est passée avant? Enfin, vous voyez, problème de timing, on ne sait pas trop. Et puis aussi, la décision de Roger de quitter Brianna le soir de leur dispute. Ça fait qu'on peut se demander qui est responsable de ce qui est arrivé à Roger à la fin de l'épisode. Et j'ai envie de répondre tout le monde et personne. J'en ai parlé tout à l'heure pour Lizzie, mais à chacun d'entre eux, on aurait eu envie de dire à un moment donné de l'épisode qu'ils faisaient fausse route, que c'était pas du tout ça, qu'il fallait faire autrement. Et voilà, pour moi, ils sont tous responsables. Et ce qui est malheureux et ce qui donne cette dimension dramatique dont les auteurs sont toujours en recherche pour la série, mais ce qui donne cette dimension dramatique, c'est que toutes leurs actions, tout ce dont je viens de parler, ça prend source dans l'amour ou dans l'honneur. Et donc, voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un épisode vraiment magnifique pour cette saison, tout comme l'était le 7. Donc, j'ai mes deux favoris du moment, ce sont les deux là, le 7 et le 9. Je pense qu'il va falloir donner une rédemption à Roger, parce que là, il est quand même, assez démoli, alors, par l'écriture qu'on a fait pour lui, et puis là où il est aussi démoli au sens propre. Les émotions dans cet épisode sont très complexes. Elles sont démultipliées parce que nous, on sait en tant que téléspectateurs et que les personnages ne savent pas. Il y a un super équilibre dans l'épisode entre des moments graves et des moments plus légers. Et avant, on avait, le thème, c'était que Jamie et Claire soient ensemble. Et là, on sent que le thème est en train de basculer un peu vers la nécessité, la volonté d'une famille de rester ensemble. Et franchement, c'est tout ce qu'on veut. Donc, on verra au prochain épisode. Je vous dis à très, très bientôt. Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, comme d'habitude, je vais publier la vidéo des producteurs qui parlent de l'épisode. Il y a également là, une vidéo de Richard Rankin qui parle de cet épisode, toujours avec un œil critique et une profondeur que j'aime vraiment beaucoup. Et il y a quelques vidéos bonus aussi, des courtes vidéos qu'avait diffusé Stars au moment de la diffusion de l'épisode. Je les mettrai sur Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.